Les moissons et battages d'autrefois entretiennent des souvenirs vifs chez les anciens. Images de rassemblement, de convivialité, de réjouissance, mais aussi de pénibilité, de dures journées de labeur qu'ils ont endurées dans la chaleur et la poussière. À l'heure d'été, quand les épis gorgés de soleil ondulaient doucement sous la caresse du vent, c'était l'heure de la moisson. Depuis le début de l'agriculture, le blé se moissonne à la faucille. Il faut 6 à 8 hommes pour moissonner 1 hectare en une journée. Il faut attendre les années 1820 pour que la faux remplace la faucille. Des hommes et des femmes les suivaient pour recueillir les poignées de gerbes et les liaient à la main par des brins de seigle. Les bottes issues de la moisson étaient rassemblées en plusieurs temps. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, le progrès aidant, un début de mécanisation est apparu avec la javeleuse. C'était une machine ressemblant à une faucheuse, traînée par 2 chevaux attelés côte à côte en double. Les céréales qui tombaient ensuite sur un tablier de bois formaient ainsi des javelles. D'où le nom de javeleuse donné à la machine. Une étape supplémentaire vers la mécanisation fut franchie à la fin du XIXe siècle avec l'avènement de la moissonneuse lieuse. Cette machine, inventée en 1872 par Charles Wintington, fauchait les tiges des céréales en les liant automatiquement en gerbes. Les premières moissonneuses lieuses étaient tractées par des chevaux et des bœufs et actionnées par un barbotin, sorte de roue dentée. Par la suite, les chevaux furent remplacés par des tracteurs. Elles étaient équipées d'un moulinet rabatteur et d'une barre de coupe analogue à ceux que l'on trouve à l'avant des moissonneuses-batteuses d'aujourd'hui. Après l'assemblage des gerbes en tas, venait le temps du chargement. Pour charger une belle charrette de gerbes, c'était tout un art. Les paysans d'autrefois mettaient un point d'honneur et d'orgueil à bien empiler les gerbes, surtout s'ils devaient traverser le village pour remiser le blé. Le battage est un procédé qui consiste à séparer le grain de la paille et de la balle. Cette opération a été effectuée à l'aide de fléaux pendant des siècles. C'est alors qu'en 1828, Vincent Janin, né à Mirebeau, inventa une machine à fabriquer du vent. Plus tard, il dota son invention d'un jeu de grille mobile et fit breveter le tarare ventilateur qu'il se mit à fabriquer dès 1830. Séparer le grain des balles mécaniquement était donc possible. Il a fallu attendre 1834 pour qu'un énorme progrès soit réalisé. L'Américain McCormick obtint le brevet de la moissonneuse mécanique. Et c'est Célestin Girard qui, en 1868, construisit la première batteuse mobile de France. Ce battage mécanique a pris son essor sur la fin du XIXe siècle et a perduré jusque dans les années 50. Revivons quelques moments qui nous rappellent ce passé riche de souvenirs, bien ancré dans la mémoire de ceux qui ont connu cette époque. Les battages constituaient l'événement de l'année. Le travail était rude. Les repas, copieux, placés sous le signe de la convivialité, ont laissé des traces indélébiles dans la mémoire de ceux qui les ont vécus. Moments d'entraide, de fraternité, de convivialité, mais aussi de travail intense, dans la poussière et la chaleur de l'été finissant. Toute une époque et toute une manière de vivre et de travailler que le progrès technique, à partir des années 60, allait définitivement condamner. Le village danois comptait alors une dizaine d'exploitants agricoles. Le cultivateur qui avait la machine à battre chez lui devait réunir une vingtaine d'hommes pour assurer la bonne marche de ce complexe qui avait pour mission de séparer la paille du grain. Il savait qu'en échange, il devait participer à tous les battages des bénévoles venus lui apporter leur aide. Il savait également que l'honneur du patron dépendait de la qualité de la réception et de la cuisine proposée. Dès les premières lueurs de l'aube, le mécanicien mettait son matériel en marche. Après avoir bu le café arrosé copieusement de gnôle, marc ou prune,
Chacun prenait sa place, les plus jeunes au service des gerbes, afin d'alimenter le préposé à l'engrenage. Les plus forts portaient les sacs de grains dans les coins les plus reculés du grenier. Les anciens étaient chargés de confectionner la meule de paille, le plongeon, qui devait être d'aplomb. Vers 8 heures, on arrêtait le matériel pour la pause casse-croûte d'une demi-heure. C'était l'heure traditionnelle du petit coup de blanc du patron. Le plus souvent, les travaux se déroulaient sous un soleil de plomb, dans la poussière et la sueur. À midi, chacun se mettait à table pour un repas copieux. On buvait du vin, issu de la récolte du patron. Après 2 heures de pause, pour le repas de midi, chacun reprenait son travail, jusqu'au moment où la dernière gerbe était déliée, la plateforme de la batteuse balayée et le mécanicien arrêtait la mécanique. Les agapes du soir commençaient alors avec la satisfaction du devoir accompli. Le repas du soir était toujours bien arrosé. Malgré la fatigue, la soirée se terminait souvent très tard, animée par la musique et les chansons. Il arrivait parfois que l'un des convives, anesthésié par le dernier canon, tombe dans un sommeil léthargique profond. Dans ce cas, un SAMU de fortune était immédiatement constitué. La brouette se muait en ambulance. Arrivé devant la maison du patient, celui-ci était rapidement vidé. On frappait à la porte et les membres du SAMU de fortune évacuaient les lieux sans attendre la réaction de l'épouse qui, courroucée, n'allait pas manquer de les traiter de tous les noms. 3 heures plus tard, l'homme était réveillé. Il recommençait une journée de travail comme si de rien n'était. Après la guerre 39-45, les villages danois de Villiers-sur-Yonne et de Quincy se sont regroupés en syndicats pour acquérir une batteuse. Voici le témoignage d'un ancien, Maurice Philippe, qui a conduit cet équipage dans les années 50. J'ai conduit une année complète, 48 journées. C'était un gros moteur diesel sur 4 roues. Moi je l'ai déplacé avec le petit tracteur du syndicat là. C'était une Brelou. C'est ça qu'elle était baptisée Brelou, parce que c'était les batteuses les Brelou les meilleures. Ce qui était bien, il y avait sur les côtés, il y avait le niveau pour la caler bien, qu'elle ne bourre pas. Là. Il faut s'arriver à bourrer. Le P-Seguin a fait un crochet de 3 mètres de large pour le mancher, pour les débourrer. Là. Oui, on se passait la main, peut-être une douzaine, 12, 15 ou plus. Quoi. En arrivant, on buvait le café, la goutte. Partout il y avait la goutte. Il y avait les relais tous les 2 heures. Puis la machine s'arrêtait. Coup bien coup. On a été 2 jours à Quincy, là. Le grand-père à Mireille, là. Il avait un petit godet en alu. Autrement qu'il y avait la pourboire dans l'écurie, pour bien coup. Autrement, c'était sous le sec, là. Comme on battait 2 jours, puis qu'on était nourri, j'ai couché dans l'écurie. Je suis pas revenu, non. Je faisais des sacs de 80 kilos. Mais il se portait bien, il était assez haut, pas trop gros. Chez ta grand-mère, là-haut, on montait le graisse au premier. Là. Chez ton père, là, on avait pas mal bu. Là, il y avait la 8000, là. Un vieux gars traînait sur la machine. Il avait un bon coup. Il prenait un pot sur le vieux à ta mère, là. Il collait un coup contre le mur, le pot éclaté. Je lui ai un éclat au-dessus de l'œil, là. Puis après, on est remonté, on tenait un coup. Chez nous, là, ils dansaient la bourrée. Mes mères nanny, ils vont défoncer la cave, ils vont descendre de la cave. On danse la bourrée. Les progrès techniques aidant, les premières moissonneuses-batteuses ont fait leur apparition dans la décennie 50. D'abord tractées et nécessitant 2 personnes pour fonctionner, un conducteur et un préposé au sac, elles devinrent vite autonomes, ce qui précipita le déclin du battage traditionnel et signa son arrêt de mort. Si ce progrès a permis d'envisager une agriculture plus moderne et plus intensive dans l'âge d'or des 30 Glorieuses, on peut toutefois regretter avec un brin de nostalgie ces temps anciens où le partage de ces tâches pour la communauté paysanne du village était synonyme d'entraide, de convivialité et de fraternité.